Mesdames, Messieurs, merci Monsieur le Président pour cette introduction. Donc, je dois défendre le thème vidéolaryngoscope pour l'intubation en urgence. Oui, systématiquement. Alors, avant de commencer, j'ai quelques conflits d'intérêts. J'allais dire, je mange un peu à tous les râteliers des labos qui font de l'airway management. Donc, je suis assez éclectique. J'ai travaillé pour LMA, Teleflex, Prodol, Ambu. Donc, tout ce qui est airway management, je travaille un peu avec eux. On développe quelques outils. Donc, j'ai des conflits d'intérêts. Alors, il y a vidéolaryngoscope et vidéolaryngoscope. Je vais vous rappeler les deux grandes catégories de vidéolaryngoscope. Il y a deux concepts. Ceux qui ressemblent à un Macintosh, qui sont assez prisés des anesthésistes. C'est ce que j'appellerais Macintosh-like. Et puis les autres qui ont en général un chenal et dont le chef de file, c'est l'AirTrack. C'est le premier à être sorti dans ce domaine-là. Donc, je l'appellerais AirTrack ou AirTrack-like. Donc, il y en a qui sont à chenal. Il y a un chenal qui guide la sonde d'intubation. Et puis, il y en a d'autres qui ressemblent à la technique qu'on utilise avec le Macintosh. C'est une lame, une lampe, une caméra en distalité, et on intube. Alors, voici les Macintosh-like, la série des McGrath. Le GlideScope, c'est plutôt un manche, un écran qui est plus ou moins collé à l'outil, ou déporté comme le GlideScope. La technique d'intubation, c'est celle du Macintosh. Et puis, voici les AirTrack-like. Vous voyez le chenal ici, la partie gauche, là en bas. Excusez-moi. La partie gauche, vous voyez... Hop, hop, hop. Donc, la lame, la lumière et le chenal qui guide la sonde d'intubation, l'AirTrack dans sa première version. Et puis maintenant, il y en a deux qui sont bien connus maintenant, qui commencent à être utilisés, qui s'appellent AirwayScope et le produit de Checking Vision, qui est maintenant repris par Ambu et qui est disponible en France. Donc, deux grandes catégories d'outils, ceux qui ressemblent à un Macintosh et puis ceux qui ont cette particularité d'avoir un chenal. Alors, ils ont tous une partie où ils vont avoir tous une partie à usage unique et une partie qui est réutilisable. C'est soit les optiques, soit l'écran, mais on les appelle les vidéolaryngoscopes. Et donc, c'est des outils où il y a un système, il y a une caméra qui filme l'anatomie et il y a un écran. Alors, l'écran, il peut être lié à l'appareil, vous avez vu sur les GlideScope, sur le McGrath, il peut être déporté en connexion filaire. L'écran, on le met un peu où on veut. Il peut être déporté maintenant en connexion Wi-Fi. On n'a plus besoin d'avoir l'écran collé au patient ou avec la connexion filaire. Et puis maintenant, vous allez voir que, notamment pour l'AirTrack, je vous ai marqué, voilà l'œilleton qu'on avait pour l'AirTrack. Voilà tout ce que permet l'AirTrack. Un ancien écran déporté, des lunettes qui sont Wi-Fi, qui étaient filaires, qui sont Wi-Fi. On peut maintenant avoir carrément une caméra qui est collée sur l'AirTrack. Et puis maintenant, il y a des applications iPhone, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'avoir une caméra. On branche directement l'iPhone et on utilise la caméra de l'iPhone pour voir l'anatomie. Alors, je ne sais pas si c'est bien d'avoir son iPhone au bloc, mais en tous les cas, sachez que la pénurie d'écran n'empêche pas. Et vous voyez, dans la partie gauche, la partie là-bas tout au fond, il y a même un iPad, c'est une application qu'on télécharge, est gratuite. Et vous avez l'AirTrack communique avec cet écran et vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc maintenant, les futurs outils d'intubation auront tous ces systèmes. On peut même brancher une colonne vidéo pour le fibroscope. Il y a des systèmes de clips qu'on met sur la tête de l'AirTrack et on peut avoir, et ce sera valable pour tous les vidéolaryngoscopes, on aura un système d'écran qui sera déporté avec la connexion Wi-Fi ou direct avec avec nos outils. Deux types de vidéolaryngoscopes. Deux techniques différentes d'intubation. Les Macintosh-like, c'est la technique d'intubation classique qu'on a l'habitude d'avoir au bloc opératoire. On fait une laryngoscopie, on met le tube. Très souvent, comme on a une vue déportée, on est obligé de préformer la sonde d'intubation avec un guide malléable. Donc, technique d'intubation type Mac, la main, la dextérité d'une main, la dextérité de l'autre main, qui pilote la sonde d'intubation où on voit la sonde d'intubation en général préformée avec un stylet malléable en quille de hockey, on appelle ça, pour pouvoir accéder à des glottes hautes. Quand il y a un chenal, on n'a besoin que d'une main. Vous placez l'AirTrack au bon endroit et l'autre main ne fait que pousser la sonde d'intubation qui est dans ses chenals. Une seule main, les deux mains sont nécessaires. De temps en temps, on est obligé de corriger les malpositions quand il y a un chenal, avec la bougie d'Eichmann, mais nous, les anesthésistes, on aime bien la bougie d'Eichmann, donc j'ai l'impression que les anesthésistes adorent les Macintosh-like, mais aiment aussi les AirTrack-like parce qu'il y a le chenal et puis il y a l'utilisation de nouveau de la bougie d'Eichmann qu'on connaît bien. Alors je vais vous dire, on va parler de performance des vidéolaryngoscopes. Il y a deux méta-analyses. C'est-à-dire les méta-analyses, c'est des études qui regroupent d'autres études et qui font un peu le point sur les vidéolaryngoscopes. Et on va voir si on doit utiliser le vidéolaryngoscope. Alors là, c'est d'abord au bloc opératoire ou le Macintosh. La première étude pour les Macintosh-like, c'est-à-dire les vidéolaryngoscopes avec un manche, on s'aperçoit que quand on regarde, ça c'est les durées d'intubation, scénario d'intubation difficile. C'est des patients, intubation simple,
on s'aperçoit que quand c'est difficile, les Macintosh-like facilitent l'intubation trachéale. Quand c'est l'intubation difficile. On regarde les AirTrack-like, là aussi, dans l'airway normal ou dans les airways difficiles, finalement, les deux types de vidéolaryngoscope facilitent l'intubation trachéale. Si on regarde l'ensemble de la population, patients simples et patients difficiles, durée d'intubation, il n'y a pas de différence. Ce qui a été décrit dans la littérature, quand vous avez un Macintosh-like, Glascope McGrath, l'intubation est plus facile, mais sa durée est à peu près la même que le Macintosh. Elle est plus facile, mais c'est à peu près la même que le Macintosh. Et quand on regarde, soit avec un chenal, que ce soit l'intubation difficile faite par des intervenants expérimentés ou des novices, dans tous les cas, ça raccourcit la durée d'intubation. Donc vous voyez le petit carré en bas, c'est en faveur du vidéolaryngoscope. Donc deux grandes catégories de vidéolaryngoscope. Les deux catégories de laryngoscope au bloc opératoire facilitent l'intubation. Comme on est obligé d'utiliser un mandrin et de piloter la sonde d'intubation jusque dans la glotte avec les Macintosh-like, ça dure la même chose que le Macintosh, mais c'est plus simple. Et avec les AirTrack-like, avec les chenals, ça va plus vite et c'est d'autant plus performant qu'on n'est pas expérimenté. Alors nous, on a fait une évaluation chez nous, on a publié dans les affaires il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années. On avait démontré, on a testé les différents types de vidéolaryngoscopes, on les a proposés à des médecins anesthésistes, à des médecins du SMUR et des médecins urgentistes, et on les a mis en situation difficile dans notre laboratoire d'études des voies aériennes, et on s'est aperçu qu'ils préféraient l'AirTrack. C'est plus simple d'intuber avec l'AirTrack parce qu'effectivement, quand on n'est pas un grand intubateur, il suffit de placer l'AirTrack au bon endroit, et puis il suffit, avec la main droite ou la main gauche, il suffit de pousser la sonde d'intubation, on n'a pas besoin de la dextérité des deux mains. On avait fait un choix, nous, de faire au bloc opératoire en simulation, d'abord en simulation et au bloc opératoire. On a pris des patients, il y avait de la chirurgie bariatrique dans le service où je travaillais, on est allé en chirurgie bariatrique et on a fait de nouveau intuber nos collègues, médecins urgentistes, médecins réanimateurs, et donc on a pris des patients qui avaient des critères prédictifs d'intubation difficile, plus de 3, supérieur à 3, et ceux-là, on a testé les différents vidéolaryngoscopes, et ce qu'on a démontré dans une publication qui a été dans Obésité Surgery, on a démontré que par rapport au Macintosh, l'AirTrack, avec la vidéo, était plus performant que le Macintosh. Donc d'une manière générale, les vidéolaryngoscopes facilitent l'intubation, raccourcissent l'intubation quand il y a un chenal, et quand on allait vers des patients, on s'apercevait que l'AirTrack était mieux que le laryngoscope de Macintosh, plus simple, plus efficient, durée d'intubation plus courte, moins de désaturation artérielle. Et après, on a passé à la moulinette, dans cette unité de chirurgie bariatrique, on a passé à la moulinette tous les vidéolaryngoscopes. On a fait une quinzaine de publications qui ont été référencées dans des revues d'anesthésie, anesthésie analgésia, beaucoup dans le BGA, dans Anesthésio. On a publié nos résultats, dans Obésité Surgery de nouveau, on a publié nos résultats, et dans notre expérience, la performance de l'AirTrack est supérieure à celle des autres vidéolaryngoscopes, parce qu'il est plus simple à utiliser, parce qu'on a besoin que de le placer au bon endroit, il suffit ensuite de pousser la sonde d'intubation à l'endroit où on voit. Ensuite, on a décidé de faire une étude assez vaste. On a décidé d'inclure dans un algorithme d'intubation difficile, toujours dans un secteur où il y avait de la chirurgie bariatrique, on a publié dans Anesthésio une vaste étude qui a inclus plus de 12 000 patients, et on s'est mis dans un algorithme, c'est-à-dire différentes étapes. J'arrive pas à intuber avec le Macintosh, je prends la bougie d'Eichmann. J'arrive pas avec Macintosh et bougie d'Eichmann, je prends l'AirTrack. Si j'arrive pas avec l'AirTrack, je prends la bougie d'Eichmann, et ainsi de suite. À la fin, si on n'y arrivait pas, on utilisait un masque laryngé d'intubation. Et donc, on a fait un algorithme comme ça pour l'intubation difficile, pour la gestion des voies aériennes, la ventilation difficile. Et on a publié cet algorithme. Voici l'algorithme. Alors, tous les patients étaient curarisés. Le type de curare était en fonction du nombre de prédicteurs d'intubation difficile. Quand il y en avait plus de 3, c'était de la CELO. Sinon, c'était un curare non dépolarisant. Et voici l'algorithme. Macintosh, bougie d'Eichmann, AirTrack, bougie d'Eichmann, LMA, Citrac ou Fastrack, c'est la même chose. 12 000 patients inclus. Et on s'aperçoit que quand on met dans un algorithme la bougie d'Eichmann avec le Macintosh, ça règle 80% des situations. Les 20% qui restent, quand on met l'AirTrack et la bougie d'Eichmann, on intube tous les patients. Dans notre algorithme, dans cette situation particulière de l'hôpital où on était, on démontrait que quand on mettait dans un vidéolaryngoscope dans un algorithme d'intubation difficile, on intubait tous les patients. Alors si on regarde, il n'y a pas eu d'intubation impossible, tous les patients ont été ventilés parce que bien sûr il y avait un masque laryngé pour ventilation. Et on regarde un peu la typologie des patients, il y avait 820 obèses, 105 patients avaient un IMC supérieur à 50, 206 patients avaient 4 prédicteurs ou plus, tous les patients ont une anesthésie générale, tous ont été curarisés, et dans ces circonstances, quand on était en échec avec le Macintosh, l'AirTrack a permis de passer outre ces échecs du Macintosh. On a évité probablement des tentatives d'intubation multiples et des désaturations. On démontrait qu'au bloc opératoire, dans des situations difficiles, le vidéolaryngoscope est une bonne alternative
au Macintosh qui étaient en difficulté sur certains patients. Ça, c'était au bloc opératoire. Quid de la réanimation? Alors, il y a une sorte de littérature qui est en train d'apparaître en réanimation, magnifique. Il y a même une méta-analyse. Il y a même une méta-analyse qui vient de sortir et qui analyse un peu l'impact en réanimation des vidéolaryngoscopes. En réanimation, il y a un peu plus de 2000 patients inclus. Les vidéolaryngoscopes par rapport au Macintosh rendent l'intubation moins difficile. En réanimation, le nombre de Cormac 3, 4 est diminué, le nombre d'intubations œsophagiennes est diminué, et comparé toujours au Macintosh, le nombre de succès d'intubation au premier essai est augmenté. Ça veut dire qu'au bloc opératoire, on démontre que les vidéolaryngoscopes sont plus performants que le Macintosh. En réanimation, vous êtes en train de démontrer, ou ils sont en train de démontrer que les vidéolaryngoscopes sont supérieurs au Macintosh. On commence à avoir des arguments pour dire que moins d'intubation difficile, moins de Cormac 3, 4, moins d'intubation œsophagienne et plus de succès à la première tentative, c'est quand même un argument pour dire que c'est des outils performants en réanimation. On a fait notre expérience, nous. On a fait notre expérience d'un travail en réanimation et on est en train de le publier. On a démontré là aussi, nous, que le vidéolaryngoscope, c'est supérieur au Macintosh. 122 patients randomisés en 2 groupes, AirTrack ou Macintosh. Et on démontre que quand il y a de l'AirTrack, ça va plus vite et c'est plus facile sur une EVA qui est posée au patient, qui est posée une EVA qui est évaluée par le clinicien qui intube. Alors, pourquoi, alors que c'est performant bloc en réanimation, il y a des publications qui démontrent, pourquoi on ne ferait pas systématiquement dans le cadre de l'urgence, alors que c'est démontré, ça facilite l'intubation trachéale, ça réduit la durée, ça réduit l'incidence de l'intubation, ça réduit le nombre de tentatives, ça améliore l'outcome des patients. Est-ce qu'il y aurait des limites cachées des vidéolaryngoscopes? J'ai essayé de chercher ces limites, mais en cherchant les limites, je me suis aperçu qu'en fait, l'intubation en réanimation en médecine d'urgence, ce n'est pas si peu risqué que ça. Il y a des patients qui décèdent lors de l'intubation, il y a des patients qui décèdent lors des tentatives d'intubation multiples. Il y a une mortalité, une morbidité de l'intubation trachéale qui est phénoménale, à tel point que Thomas Mort, il corrèle la mortalité en réanimation avec le nombre de tentatives d'intubation lors de l'intubation du patient qui est défaillant. Il corrèle la mortalité en réanimation avec la durée de l'intubation, la durée mise pour sécuriser les voies aériennes. Alors on se retrouve dans une situation où on a des outils qui sont performants, des montres qui sont performants au bloc, en réanimation. Quand on met du temps à les intuber, les patients meurent plus. Quand on réduit la durée d'intubation, probablement que les patients meurent moins. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas utiliser systématiquement les vidéolaryngoscopes. Alors il y a peut-être des gens qui vont me dire quelles sont les limites de la littérature. Est-ce qu'il y a de la littérature? C'est peut-être que ce que Karim va dire. Il y a peut-être dans la littérature des études qui démontrent que les vidéolaryngoscopes ne sont pas bons. J'ai fait cette étude, j'ai fait une analyse de la littérature. Le problème de la vidéolaryngoscopie, c'est l'apprentissage, c'est le problème majeur. La qualification, médecin anesthésiste réanimateur, médecin urgentiste ou réanimateur novice. Quel outil? Est-ce que c'est un Mac-like ou un AirTrack-like? Et quelles conditions? Est-ce que c'est de la simulation? On a un atelier simulation? Ou est-ce que c'est la vraie vie? À Créteil, on a fait un travail depuis 4 ans maintenant. On a étudié les courbes d'apprentissage de tous ces corps de métier. Inutile de vous dire que ça coûte cher à l'assistance publique parce qu'on a fait systématiquement des intubations avec les vidéolaryngoscopes. Ça coûtait cher, ça coûte cher, ça coûtait cher, ça va coûter de moins en moins cher. Parce qu'il y a un seuil de coût qui va être atteint, à mon avis, dans les 1 à 2 ans, c'est 5 € par intubation. Et on sera pas très loin, 5 $, pardon, on ne sera pas très loin du coût d'une intubation classique. Néanmoins, nous avons regardé les cours d'apprentissage, on a essayé de dénombrer en situation réelle quel était le nombre qu'il fallait faire. Et on s'aperçoit, si on veut un peu démonter les études de la littérature, il y a une chose qu'on ne sait pas encore, c'est pour les situations un peu complexes, on s'est aperçu qu'en fait, l'immense majorité des études qui étaient négatives pour les vidéolaryngoscopes dans la médecine d'urgence, c'est des études qui s'est mises en situation d'échec parce que les études n'étaient pas correctement faites et très souvent, il n'y avait pas la courbe d'apprentissage qui était faite. Et ce qu'on observait, c'est que les échecs qui étaient démontrés par les cliniciens dans ces études qui sont négatives, c'est des échecs que nous avons réussi à gommer systématiquement pendant l'apprentissage de ces techniques parce qu'on a étudié les courbes d'apprentissage. Donc on a une technique, ces études négatives, elles sont faciles à démonter, toutes simples. L'apprentissage pas finalisé. On sait que ce n'est pas parce qu'on a fait du mannequin qu'on arrivera à intuber dans la vraie vie. On sait qu'on fait du mannequin de la simulation, ça raccourcit le processus de... Les complications observées, dans certaines études, sont celles qu'on arrive à faire disparaître pendant l'apprentissage. Et puis, il y a un problème de coût, c'est pour ça que les 3/4 des études ne sont pas bien faites pour ça, c'est que ça coûte trop cher de faire l'apprentissage d'un vidéolaryngoscope en pratique clinique. Cependant, quand le coût de 5 $ sera arrivé, alors à mon avis, on pourra faire systématiquement. Il y a d'autres études qui
compare des outils qui ne sont pas comparables, la vidéo avec un optique, en situation non comparable, NRBC versus direct. Et puis, il y a des revues, quand on regarde l'impact factor, je me suis amusé à faire ça, j'ai calculé l'impact factor des revues qui avaient des publications négatives pour les vidéos laryngoscopes versus celles qui avaient des publications plutôt positives. Il y a des revues qui sont à peu près tâteaux et qui ont laissé passer des publications qui étaient méthodologiquement pas fiables. Donc, on a des démonstrations cliniques pertinentes qui nous disent c'est mieux les vidéos laryngoscopes, c'est mieux pour les patients, c'est mieux pour les médecins qui intubent les patients, et je ne comprends pas pourquoi on continue à ne pas les utiliser systématiquement. Alors certains disent les sécrétions. Il y a tout un arsenal d'outils qui permettent maintenant d'éviter que les sécrétions impactent sur la qualité de la vision. Tout ça, c'est réglé maintenant. On est en train de tester du ketchup et de la moutarde avec certains vidéolaryngoscopes pour démontrer que ces systèmes qui préviennent les sécrétions sont pertinents. Alors pourquoi dans le futur, pourquoi on n'irait pas systématiquement vers que des vidéolaryngoscopes dans les blocs opératoires? C'est plus facile, c'est plus sûr, c'est mieux pour les patients. Ça évite la maltraitance de certains patients. Effectivement, quand il y a un vidéolaryngoscope, vous passez en dernier et vous dites c'est trop facile à intuber. Il y a du sang partout, que le patient a été intubé 10 000 fois. Alors il y a des dinosaures qui vont me dire ouais, on va perdre le savoir-faire de l'intubation avec le Macintosh. En fait, c'est un savoir-faire qui est devenu inutile, qu'on apprendra. Quand tout le monde fera la courbe d'apprentissage, vraiment la courbe d'apprentissage des vidéolaryngoscopes, le ciel pourrait nous tomber sur la tête. Imagine qu'il n'y ait pas d'électricité. Il y a des batteries. Imagine qu'il n'y ait plus de piles. Mais si, ça, on y arrivera. Imagine qu'il y ait trop de soleil, on ne verra rien. Non, il y a des lunettes, on peut tout faire avec les vidéos. Si la caméra tombe en panne, vous prenez votre iPhone, je ne sais pas. Si jamais j'arrive pas, eh bien si on n'y arrive pas avec un vidéolaryngoscope, a priori on n'y arrive pas mieux avec un Macintosh, donc vaut mieux passer à autre chose, mettre un fast track pour faire une cricothyroïdotomie pour certains patients. Donc moi je ne suis pas inquiet, les vidéolaryngoscopes vont s'imposer. Et puis c'est le futur de l'intubation trachéale, on ne peut pas se contenter de M. Macintosh qui a inventé son machin, son laryngoscope de Macintosh il y a 60 ans, et c'est un outil qui date de 4000 ans. De 4000 ans. 4000 ans, oui, 2000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens enlevaient le larynx, quand ils momifiaient leur dieu, ils enlevaient le larynx avec un Macintosh. J'ai retrouvé une photo, c'est une reproduction d'une gravure, c'est un Macintosh. Ils découpent le larynx avec un Macintosh. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà le Macintosh. Maintenant, on est 4000 ans après, il faut peut-être arrêter d'utiliser le Macintosh. Et pourquoi se dire qu'on ne pourrait pas faire de l'intubation plus soft, plus gentille, plus cool, moins délétère pour les patients, en toute sécurité? Eh ben, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, eh ben, peut-être qu'avec les vidéolaryngoscopes, on peut changer le paradigme de l'intubation trachéale. On a décidé d'intuber les patients en les regardant face à eux, assis, gentiment. On a publié une étude de simulation. Il y a certains collègues qui sont ici qui ont participé à cette étude de simulation dans le BJA. Et puis ensuite, on s'est dit, eh ben, écoutez, puisqu'on sait le faire sur simulateur, on va le faire aux malades. On a fait un algorithme pour les réintubations difficiles, sachant que l'intubation était difficile initialement. Pour les réintubations en réanimation, j'ai des patients qui avaient des critères. Et on a démontré, on a publié dans le BGA récemment et dans Critical Care Med qu'on pouvait faire de l'intubation très soft en étant face aux patients en position assise. On a appliqué ça au bloc opératoire en chirurgie bariatrique. On est en train de soumettre un papier. Notre objectif à nous, c'est un peu celui-là. En 2016, de virer le laryngoscope de Macintosh. On a un outil qui est facile, on a des nouveaux outils qui sont performants, on a des nouveaux outils qui sont mieux pour les patients. Et notre objectif, effectivement, c'est qu'il n'y ait plus au bloc opératoire de Macintosh et qu'on puisse utiliser les vidéolaryngoscopes au profit d'un système qu'on a développé, qui est l'intubation face au patient, un patient qui est assis, parce que quand le patient est assis, il a une meilleure oxygénation. Quand le patient est assis, le larynx est bas et c'est plus simple d'intuber les patients avec un larynx bas. Quand il est assis, il y a moins de risque de régurgitation. Quand il est assis, il y a plein d'avantages à intuber les patients assis. Donc, vidéolaryngoscope pour l'intubation en urgence, oui, systématiquement. Bien sûr, c'est évident, c'est implacable. C'est l'avenir. Le Macintosh, c'est un outil du passé. Il faut peut-être plus s'en servir à terme. Je vous remercie de votre attention.